Il faut avoir un regard beaucoup plus large. Avec la guerre du pool, on nous dit les zones où il y a eu beaucoup de combats dans le pool pour sortir les populations, semble-t-il qu'il y a du coltan, du cobalt, il y a des minerais. Alors, est-ce que ces Rwandais qui viennent, on les installe là, demain, le Congo va déclarer que j'exporte le coltan, mais en fait, c'est le coltan qui vient de la RDC. Parce que le Rwanda... Oui, mais c'est la vraie question, pardon, c'est la vraie question qui se pose. Vous avez parlé de la guerre du Poul. Bon, enfin, la vérité, c'est que ça a été un génocide. Donc, la guerre dans le Poul, où on a massacré les populations. des familles entières, on a décimé des villages entiers. Plus d'une centaine de villages ont disparu à la date d'aujourd'hui. Et vous dites probablement qu'il doit y avoir des minerais là-bas, du coltan, comme vous l'avez dit. Et c'est la question que tout le monde se pose. Et dans le choix des zones qui ont été attribuées au Rwanda figure évidemment le pool. Est-ce que finalement, comme on l'avait lu sur le plan Mouebara, c'était une première étape, évacuer de force, sinon éliminer tous les êtres vivants de cette zone, et pour après attribuer les zones au Rwanda qui, et comme je l'ai rappelé d'entrée de jeu, a aussi un accord de fourniture de matières stratégiques à l'UE. L'histoire nous le dira. L'histoire nous le dira. Après, il n'appartient qu'aux Congolais, au peuple congolais d'empêcher cela. Sachez que le Rwanda est déjà pointé du doigt par les ONG et certaines institutions internationales d'exporter beaucoup plus de coltan qu'il ne produit. Aujourd'hui, le Rwanda exporte plus de coltan que la RDC, alors que nous savons que dans le monde, les plus grands gisements se trouvent en RDC oui. Et aujourd'hui dans les zones où il y a la guerre. Et donc, d'ailleurs, le président Tshisekedi lui-même, il a pointé iPhone en disant aux citoyens du monde, à chaque fois que vous utilisez votre iPhone, pensez que dans votre iPhone, il y a du sang des enfants congolais qui sont tués. Je ne pense pas que Paul Kagame soit dupe de venir investir dans un pays où il sait qu'il n'y a pas une stabilité, l'environnement des affaires ne garantit pas. Et puis, il y a ce bruit-là qui monte, que les Congolais ne sont pas d'accord avec ces accords. Comment se fait-il que Paul Kagame peut se laisser duper si réellement c'est son argent qu'il veut venir investir au Congo-Brazzaville? Voilà qui me fait penser que derrière ces accords, il y a également ces stratégies de blanchiment de capitaux. Alors, vous vous rappelez, et c'est un rappel que nous faisons donc à nos téléspectateurs, en octobre 2021, le quotidien français Libération titrait Congo-Brazzaville, l'élite politique fonctionne comme une mafia. Je le rappelle simplement parce que vous vous souviendrez qu'en juillet 2003, le dictateur congolais Denis Sassou Nguesso avait été exclu du groupe de la quarantaine d'États qui s'étaient engagés à lutter contre le commerce du diamant de la guerre. Vous vous souvenez de cette affaire, en garantissant bien sûr l'origine des pierres mises sur le marché. Alors, il était reproché à Denis Sassou Nguesso de vendre, en fait, d'exporter 100 fois plus de carats qu'il n'en produisait. Et donc, une bonne partie de ce diamant provenait de la RDC. Donc, Sassou Nguesso était impliqué dans le trafic du diamant de la guerre. Les qui venaient de la RDC, bien entendu. Le diamant du sang qui a inspiré d'ailleurs le film avec DiCaprio. Voilà, et ce qui prouve que finalement, Denis Sassou Nguesso, il y a longtemps qu'il est dans la mafia. Des pays comme le Congo-Brazzaville, où la production du diamant reste assez artisanale, déclarent des exportations qui relèveraient d'un pays qui aurait vraiment des vrais gisements en diamant. Et donc, petit à petit, les premiers qui s'en inquiètent, c'est qui? Ce n'est pas l'Europe. Les premiers qui s'en inquiètent, ce sont les Sud-Africains. D'ailleurs, la fin de ce processus s'appelle le processus de Kimberley. Et la réunion a lieu en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, lors de cette réunion, les Sud-Africains refusent que Sassou participe. Parce que Sassou était en connivence avec certaines personnes de la RDC et il faisait sortir les diamants par Brazzaville. Mais vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui, le comportement délinquant de Sassou au pouvoir. Mais même sur le plan national, souvenez-vous du delta de la Cuvette. Depuis longtemps, la préfecture de Brazzaville, le ministère de l'Intérieur qui est en charge des partis politiques, aurait dû signifier à M. Pascal Sassou-Nguesso, attention, on sort de la zone de légalité et on entre dans la zone de turbulence où vous allez être déclaré illégitime et illégal. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que demain,
n'importe qui arrive au pouvoir, même quelqu'un du PCT arrive au pouvoir, peut demander à l'UPADES de rembourser tous les traitements reçus au titre de financement des partis politiques, dès lors que vous n'avez... C'est comme vous et moi, M. Perrin. Vous avez de l'argent qui vous appartient à vous dans une banque. Vous allez faire un retrait. N'est-ce pas que vous présentez votre pièce d'identité? Naturellement. Mais si votre pièce d'identité est périmée, la banque vous donne l'argent? Et pourtant, c'est votre argent. Est-ce que la banque vous donne l'argent? Alors, au nom de quoi Pascal Tatima Diala continue à recevoir de l'argent public avec les papiers périmés? C'est du gangstérisme à la tête. Oui, c'est là qu'on se posera donc la question de savoir à qui profite le crime. Vous avez la réponse. Bonjour Didier Mouni-Volo. Bonjour Monsieur Perrin et merci de cette invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau R7. Didier Mouni-Volo, vous êtes spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer l'imminence d'une menace existentielle pour le Congo-Brazzaville avec les accords de cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda et d'exploitation minière. Plus de 980 km², vous le savez, des terres arables du Congo au Brazzaville ont été cédées au Rwanda sans ratification préalable de ces accords par le Parlement congolais. Ainsi, Denis Sassou Nguesso et son fils Denis Christel Sassou Nguesso à l'initiative de ces accords, le Premier ministre Anatole Kolini Makosso et le ministre des Affaires foncières Pierre Mabiala se rendent tous coupables d'un acte de forfaiture et de haute trahison. Votre première analyse sur cet acte qui défraie la chronique au Congo-Brazzaville? Mais ma première analyse, comme tous les Congolais, et d'ailleurs c'est l'étonnement de voir que en plein 21e siècle, alors qu'à travers le monde, vous avez beaucoup de guerres liées à la question de la terre des ancêtres, la terre où on a enterré nos morts, la terre qui nous connecte à l'univers. Et donc, mon étonnement, c'est de voir que on peut, au Congo-Brazzaville, un pouvoir peut aussi facilement céder ses terres. Et quand on dit céder ses terres, ce n'est pas 2-3 lopins de terre, mais des quantités énormes. Et malgré le mécontentement populaire du souverain primaire, le pouvoir s'entête. Et d'ailleurs, on en parlera. Je suis dans beaucoup de forums WhatsApp. Je suis assez impressionné de voir les réactions des membres du PCT, c'est-à-dire la jeunesse congolaise, alors que cette jeunesse fait partie du PCT, qui réagit avec force en disant là, notre pouvoir à nous a atteint des limites d'irresponsabilité et de dangerosité. Certains se demandent même si le PCT garde le pouvoir, est-ce qu'il n'est pas temps de remplacer Denis Sassou Nguesso parce que là, le comportement mafieux atteint son paroxysme. Alors, Didier Mouni-Volo, avant de continuer, on va s'intéresser à un fait d'actualité. C'est le 3 mai 2024, et comme tout le monde le sait d'ailleurs, le 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse, mais pour ainsi dire, la liberté d'expression tout court. Au Congo-Brazzaville, des jeunes ont probablement saisi cette occasion pour manifester leur mécontentement contre le régime en place. Et on les a vus donc dans les rues, bien sûr, de Brazzaville, en train de scander Tolembi Sassou. Alors, j'ai vu aussi les images qui circulent abondamment sur la toile. Tolembi Sassou, Tolembi Nzala, Toboyi Nzala. Certains parlent. Alors, j'ai même partagé une chanson
d'un jeune Congolais qui dit « Mais nos parents sont nés dans le chômage, ils ont grandi dans le chômage, ils sont morts dans le chômage. Est-ce que nous aussi, nous allons connaître la même trajectoire, la même fin ?» Ce qu'il faut lire dans ces mouvements de jeunesse, et d'ailleurs, les sujets développés par ces jeunes sont des sujets très clairs. Vous avez certains jeunes qui parlent du manque d'eau et d'électricité. Les jeunes demandent quoi? Les jeunes demandent à l'État congolais de jouer son rôle en tant que appareil né des antagonismes sociaux et qui est là pour répondre aux besoins de la population la plus importante, en tout cas la grande partie de la population. Donc, ces jeunes qui manifestent, qui demandent de l'emploi, mais souvenez-vous, M. Perrin, Koliné Makuso a promis à la jeunesse combien d'emplois? Denis Sassou Nguesso a dit l'année 2024, année de la jeunesse. Et d'ailleurs, ce sont les thématiques que les jeunes reprennent. Et Koliné Makuso, qui assure le service après-vente de ce que dit son maître, Denis Sassou Nguesso, a dit 2024, on va créer 100 000 emplois. Et moi, j'écoute cette jeunesse qui dit, mais ça fait 4 mois, où est déjà le tout premier emploi? Il est où? Alors, comment 4 mois après, 0 emploi, et en combien de temps vous allez créer les 100 000 emplois? Donc, je pense que la jeunesse pose les vrais sujets aujourd'hui, et ces sujets-là montrent l'incapacité de Denis Sassou Nguesso et de son pouvoir à résoudre le moindre problème des Congolais. Et d'ailleurs, les jeunes sont là le sujet. Oui, Didier Mouni-Volo, entre de vous à moi, est-ce que 100 000 emplois au Congo, vous pensez que cette mesure soit objective? C'est vraiment pratique, ça? On peut le faire? On peut le faire si on vit dans un Congo paradisiaque parallèle. Mais prenons le contexte actuel. Le Congo actuel, c'est impossible. C'est totalement impossible. Avec quel appareil économique? Avec quelle puissance économique? Monsieur Perrin, prenez les pays les plus avancés. Si Emmanuel Macron ou Rishi Sunak en Grande-Bretagne ou encore Olaf Scholz en Allemagne dit « Cette année, je vais créer 100 000 emplois », mais vous allez voir, il obtient 90% des votes. Donc, comment déjà, dans des puissances économiques, on a du mal à créer 100 000 emplois chaque année, et nous, au Congo, mais vous savez, le pouvoir de Denis Sassou Nguesso a habitué les Congolais à des effets d'annonce. On annonce pour annoncer, mais ils savent très bien qu'ils ne sont pas capables d'en créer 100 000, déjà qu'ils ont créé 5 000, 10 000, ça ira. 10% seulement de ce chiffre. Or, Sassou Nguesso est revenu au pouvoir depuis plus de 20 ans. Monsieur Perrin, depuis plus de 20 ans, Sassou Nguesso est là. Le Congo a créé plus de 130 000 milliards de francs CFA de richesse. Sur votre chaîne, beaucoup de spécialistes passent pour le démontrer chiffre à l'appui. On a créé combien d'emplois? Au moment où le baril du pétrole était à 120 $, il y a un numéro spécial de Jeune Afrique. Jeune Afrique sort un numéro spécial sur Denis Sassou Nguesso, sa famille et ses amis qui promettaient le bonheur aux Congolais vu que le baril était à 120 $. Et ils n'ont rien fait, 0 emploi. Aujourd'hui, avec un baril à 60 $, on vous promet 100 000 emplois. C'est de l'enfumage, c'est du mensonge et c'est prendre la jeunesse congolaise pour une jeunesse idiote. Mais les jeunes Congolais sont en train de démontrer au pouvoir que nous ne sommes pas des idiots. Nous sommes là et vous allez rendre des comptes. Et aujourd'hui, ces marches, c'est une façon de demander au pouvoir de Denis Sassou Nguesso de nous dire où va la richesse du Congo. Et d'ailleurs, les jeunes le disent. Où va la richesse du Congo? Où va l'argent du pétrole, l'argent du gaz, l'argent du minerai? Voilà, où va l'argent du pétrole du Congo? On va donc regarder les images de ces jeunes qui ont manifesté le 3 mai 2024 à Brazzaville en train de scander Tolembi Sassou, et on revient sur le plateau pour continuer à les commenter. Suivez. Mfilou en ébullition ce 3 mai, plusieurs jeunes de Brazzaville en quête d'emploi sont descendus dans les rues de Brazzaville pour crier leur colère face au manque d'emploi. Sur leur pancarte brandie pour la circonstance, on pouvait lire les messages comme 2024, année de la souffrance. Une réponse nette au décret portant 2024 comme année de la jeunesse.
Cette jeunesse a voulu par cette marche improvisée faire preuve du calvaire qu'elle vit au quotidien, d'où la nécessité de braver la peur dans l'espoir de se faire entendre par le pouvoir public. Sans casser ni piller, ces milliers de jeunes ont surtout entonné des chansons de slogans conformes à leur triste réalité. Car pour eux, les 100 000 emplois promis par le président de la République cette année semblent déjà être un échec et ne connaissent aucune motivation de l'exécutif, sauf dans les discours. Une initiative qui pourrait être suivie par les jeunes d'autres arrondissements et d'autres localités visiblement dans le même bateau dont le capitaine s'appelle chômage. En République du Congo, le chômage des jeunes fait partie des préoccupations à remédier urgemment. Cette couche sociale baigne depuis plusieurs années dans une oisivité profonde, une situation qui ne semble pas inquiéter divers gouvernements qui se sont succédés en dehors des promesses non tenues. Conséquence directe, l'intensification du banditisme urbain communément appelé bébé noir et ses corollaires. Comment donc faire pour répondre aux aspirations de la jeunesse? Une interrogation qui reste jusque-là sans réponse. Alors, Didier Bouidi-Volo, Tolembi Sassou, et comme qui dirait de l'autre côté, le Congo voisin, souvent on a coutume de nous rappeler Kosa Leka. En fait, Kosa Leka, ça veut dire quand tu mens, il faut t'en aller. Parce que si tu restes là, on va te rappeler, mais hier tu nous avais dit ça, mais on n'a rien vu. Et on sait bien que en 2009, Denis Sassou Nguesso avait aussi promis 40 000 emplois, on n'a rien vu. Les années qui ont suivi, il a continué à promettre et dernièrement, il avait même promis, je crois, le recrutement de 2000 enseignants. Rien n'y a été fait et cette fois-ci, on promet 100 000. Donc on monte, plus on ne fait rien, plus on monte les... comment on appelle ça? On fait les surenchères. Et là, les Congolais disent ils sont fatigués. Tolembi Sassou. Et tout à l'heure, je vous posais la question de savoir est-ce que c'était faisable, 100 000 emplois au Congo, dans le contexte actuel où on parle de la crise, mais en fait une crise due au détournement, au vol, puisqu'on parle quand même de 14 000 milliards de francs CFA qui ont été dilapidés au Congo-Brazzaville. Est-ce que ce n'était pas là l'occasion, évidemment, de rapatrier cet argent pour créer de l'emploi? Alors, déjà, ce que le pouvoir peut faire, c'est déjà de stabiliser les finances publiques, de créer des vraies banques et d'éviter la dilapidation de l'argent public. Déjà, mais même avec ça, on ne pourra pas créer les 100 000 emplois. Par contre, les Congolais n'attendent pas du pouvoir de créer 100 000 emplois. Les Congolais attendent du pouvoir de régler leurs problèmes du quotidien. Ces jeunes parlent de quoi? Ils parlent de leur éducation, de la formation. D'ailleurs, ces jeunes vont jusqu'à pointer à qui appartiennent les entreprises, les richesses au Congo. Ils sont nombreux à dire, mais attendez, quand c'est tel ou tel pays, ils trouvent les marchés, et quand vous êtes un petit porteur congolais, vous ne trouvez pas de marché. Quand ce sont les étrangers, on les voit rouler dans les belles voitures, et ce sont eux qui sont les propriétaires des télécoms, des banques, du commerce, même des transports. Ils ont tout pris, mais où sont les Congolais? Où sont j'ai envie de dire, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires de nationalité congolaise? Quel est le patronat congolais aujourd'hui? Or, quand on parle du patronat congolais, c'est un patronat, je pourrais dire, incestuel. C'est-à-dire, vous avez la fille de Denis Sassou Nguesso qui signe un contrat privilégié avec la société d'électricité pour faire la promotion, la publicité de la société d'électricité. Vous avez là un mélange des genres, et d'ailleurs, j'ai vu tout le monde passer devant la commission de lutte contre la corruption, où Pascal Tchatimabia en parlant du conflit d'intérêts. Mais il faut définir. Vous voyez, on sort des gros mots, la lutte contre les conflits d'intérêts. Mais c'est quoi un conflit d'intérêts? Mais c'est quand la Société nationale d'électricité donne à la fille du président le contrat d'exclusivité pour la publicité de cette société-là. En tant que fille de président, sa société ne peut pas bénéficier d'un tel marché. C'est ça le conflit d'intérêts. Mais vous voyez, ils viennent balancer une phrase et tout le monde répète comme ça, y compris le chef de l'opposition, dans une espèce de complicité pour plonger les Congolais dans l'obscurantisme politique, en disant lutte contre. Non, déjà, il faut arrêter tout ça, permettre aux vrais ingénieurs, aux vrais hommes d'affaires, femmes d'affaires, d'être, comment on appelle ça, des véritables bâtisseurs pour la création de l'emploi, parce qu'ils peuvent porter
des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. Or, même ça, on le donne aux étrangers. Donc, si on rapatrie les 14 000 milliards, on peut déjà commencer à régler les problèmes qui relèvent du domaine public. Et de sorte que les Congolais vivent bien la santé, l'éducation nationale, l'environnement, l'eau, l'électricité, les biens de première nécessité. Donc, le gouvernement doit arrêter les effets d'annonce. Je le dis comme ça, mais ils vont continuer parce que c'est leur manière de faire. Monsieur Perrin, nous avons oublié Sassou 1. Autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Santé pour tous d'ici l'an 2000. Sassou a toujours fait des promesses. C'est un champion. Il y a eau pour tous. Il y a eu aussi eau pour tous. Il y a eu, mais regardez tout le temps que Sassou est resté au pouvoir, il sait faire des promesses qu'il ne tiendra jamais. Et ça, c'est sa marque de fabrique. Et donc, les jeunes doivent continuer à manifester, mais qu'ils cessent de croire que le changement viendra. Le changement ne viendra que si Sassou dégage. Ah oui, celui qui viendra après, il pourra apporter le changement avec un nouveau contrat social, avec un nouveau contrat républicain. Mais le pouvoir de Sassou n'apportera aucun changement parce que ça fait 40 ans qu'il promet et 40 ans, à un moment donné, il faut cesser de croire qu'il va faire quelque chose. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les choses ne changeront que lorsque Denis Sassou Nguesso partira, et je crois que c'est l'objectif que vise évidemment votre organisation, le Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de la déclaration d'intérêt, comme vous l'avez dit, conflit d'intérêt, et très curieusement, cela n'arrive que lorsqu'ils savent que le FMI, le Fonds monétaire international, va arriver au Congo-Brazzaville probablement pour vérifier, voir quelles ont été les avancées. Et quand c'est comme ça, on crée ce genre d'activité finalement pour, comme qui dirait, tourner en dérision le FMI. Mais aujourd'hui, c'est un monde interconnecté, donc tout ce qu'ils font, tout le monde voit, et ce n'est pas non plus les fonctionnaires du FMI qui ne sont pas au courant de leur méthode. Bah encore, quelqu'un disait, ben, tous sont pareils, parce que finalement, ces institutions aussi apparemment encouragent ce désordre. Alors, nous parlions donc tout à l'heure de l'année 2024 consacrée à la jeunesse. Mais est-ce que une année consacrée à la jeunesse veut dire essentiellement de l'emploi ou bien aussi l'éducation, la santé, tout ce qui va avec la jeunesse? Mais lorsqu'on dit l'année de la jeunesse, mais la jeunesse commence où et s'arrête où? Il faut déjà qu'on définisse l'âge de la jeunesse. Et il faut un projet national pour la jeunesse. Par projet national, j'entends que le président soit du PCT, de l'UPADS, de Yuki, du RDD, du RDPS, peu importe celui qui arrive au pouvoir, il faut un projet national pour notre jeunesse. Je vous cite très vite quelques exemples. Déjà, permettre aux parents de ces enfants-là de bien élever leurs enfants. Donc, il faut une vraie politique de protection de la famille. Il faut une vraie politique familiale. Qu'est-ce que la famille? Eh bien, il faut que le Code civil définisse de façon claire qu'est-ce que la famille. Et nous savons qu'avec une mortalité précoce au Congo, évidemment, il y a beaucoup de femmes qui restent veuves. Donc, est-ce qu'une famille, c'est papa, maman et les enfants, ou bien, dès lors qu'un adulte élève seul des enfants, cela constitue une famille? Et donc, quelles sont les politiques sociales de protection familiale? Comment l'État vient en aide à ces familles-là? On peut définir les critères. Ce sont des critères globaux. Et donc, peu importe que l'on soit de Bétou ou de Pointe-Noire, de Kimongo, de Kakamoueka ou de Djambala, eh bien, dès lors qu'on remplit les conditions, et c'est ce qu'on appelle l'équité et l'égalité dans un État. C'est-à-dire, on définit les critères et quiconque entre dans les critères, il bénéficie de cette protection. Donc, il faut sécuriser la famille comme étant le socle de la société. Parce que quand les familles sont déstabilisées, les enfants deviennent des voyous, des prostituées, des délinquants, tout ce que vous voulez. Donc, politique de la jeunesse suppose déjà une politique familiale. Après, ces enfants qui sont éduqués dans la famille, en termes de socialisation primaire, éducation de base, doivent continuer leur construction au niveau de l'école. Donc, une politique d'éducation scolaire de qualité, éducation nationale de qualité, ça suppose aussi, à l'école, les enfants doivent avoir des cantines, doivent avoir une médecine scolaire et des psychologues scolaires pour ceux qui vont être en difficulté, ainsi de suite. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle, M. Perrin, qu'on n'a pas chez nous, puisque demain, si nous arrivons au pouvoir,
allez, moi j'arrive au pouvoir, mais il me faut une politique pour traiter la délinquance des mineurs. Je ne peux pas traiter la délinquance des mineurs comme s'ils étaient adultes. Parce que si les enfants sont dans la délinquance, dans les crimes, dans le vol et autres, ça suppose peut-être que à la maison, ça ne va pas. Ça suppose peut-être que dans la société, on n'a pas mis en place ce qu'il faut pour que les enfants grandissent correctement. Et donc, comment prendre en charge la délinquance des mineurs et plus loin, les politiques d'intégration socio-professionnelle, la formation professionnelle. Tout au long de la vie, les Congolais doivent se former. Et donc, comment nous formons notre jeunesse? Même une jeunesse en échec scolaire devrait bénéficier des formations professionnelles, par exemple, pour être électricien, pour être mécanicien, pour être maçon et avoir un gagne-pain. Ça suppose aussi sécuriser les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, avec peut-être de l'allègement fiscal s'ils embauchent un jeune entre 16 ans et 18 ans ou entre 16 ans et 21 ans. Mais ça, on appelle ça le contrat social. Mais il faut en débattre. Or, Koliné Makosso arrive, Denis Sassou Nguesso arrive, ils vous jettent comme ça des anathèmes, mais ils n'en savent rien. Mais rien. Derrière, ils ne mettent rien. La preuve, 4 mois après, on entre au mois de mai, 5e mois, eh bien, il y a toujours rien. Parce qu'ils ne travaillent pas avec des gens qui ont la technicité. Et au CRC, nous sommes en train de développer cette technicité de sorte que si nous arrivons demain, peu importe celui qui sera au pouvoir, nous pouvons lui offrir cet accompagnement technique pour changer les choses. Nous savons ce qu'il faut faire. Oui, Didier Mounivolo, si je vous ai bien compris, c'est une gouvernance par des slogans, sinon par du mensonge éhonté, et c'est le cas de le dire. Nous avons parlé de 14 000 milliards qui équivaut à 25 milliards de dollars, je dis bien, 25 milliards de dollars ont été dilapidés par Denis Sassou Nguesso et son fils Christelle Sassou Nguesso. C'est quand même 5 ans ou 7 ans de budget congolais. Et c'est un crime économique qui vaut poursuite judiciaire. Monsieur Perrin, bien avant, vous avez dit qu'on nous montre une instance de lutte contre la corruption parce que le FMI arrive, c'est peut-être pour tromper les fonctionnaires du FMI. Mais je peux vous rassurer, et ça fait plusieurs fois que je le dis aux Congolais, personne ne peut tromper les fonctionnaires du FMI. Les fonctionnaires du FMI sont des fonctionnaires internationaux. Ils viennent, ils vous proposent des choses, vous prenez, vous ne prenez pas, ça vous regarde. Mais je peux vous assurer que moi, j'ai fait politique internationale. Vous me donnez les données d'un pays, je vous décris le type de société. Ils le savent. Il y a quelques années, Denis Sassou Nguesso a dit le taux de chômage au Congo est de 20%. On se souvient le discours à la nation où il dit que le taux de chômage est de 20%. Mais 20%, c'est le taux de chômage au Brésil, en Chine, en Turquie, en Russie. Est-ce que nous avons leur niveau? Est-ce que nous avons leurs universités? Donc, il ne faut pas que les Congolais pensent, surtout au niveau du pouvoir, mais c'est d'une stupidité maladive, je suis désolé. Mais les fonctionnaires du FMI savent ce qui se passe chez nous. Si vous dites que votre taux de chômage est de 20%, ça suppose que 80% de la population active travaille. Mais s'ils travaillent, ils sont soignés dans quels hôpitaux? Vous avez des hôpitaux médiocres. Donc c'est faux. 80%, ils sont formés dans quelle université? Vous avez des universités médiocres. Vos plus grands cadres sont enfermés à l'extérieur. Ils ne peuvent pas rentrer au Congo. Donc le FMI, ils ont des outils, ils ont des méthodologies de travail, ils ont des process. Il suffit de connaître les données de votre pays. Ils savent que vous montez. Et c'est comme ça qu'on découvre lorsque un État maquille ses chiffres des comptes publics. Et c'est comme ça qu'on a découvert que le Congo avait maquillé ces chiffres en termes d'inflation. Oui, évidemment, par le FMI qui avait découvert que le Congo cachait ses dettes. Mais bien sûr, mais parce une vraie honte pour le Congo. Mais parce qu'au FMI, vous avez des techniciens. Je vous donne encore, regardez sur Internet, vous trouverez Christine Lagarde, directrice générale du FMI. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, quand j'arrive au FMI, je fais des réunions avec les ministres des Finances et les premiers ministres de certains États africains. Je découvre qu'ils ne savent même pas qu'est-ce qu'on appelle les finances publiques. Ce n'est pas Mouni Ivolo Didier qui le dit, c'est Christine Lagarde. Quand elle est au FMI, elle dit qu'elle était scandalisée de voir que certains de nos ministres de Finances ne comprenaient même pas ce que c'est les finances publiques. Et elle était en difficulté pour traiter avec certains gouvernements
Parce que ces gouvernements-là ignoraient totalement c'est quoi les finances publiques. Ils ne savent pas les gérer. Ils ne savent même pas quels documents ramener. Regardez beaucoup de vidéos du pouvoir de Sassou. Les ministres de Sassou qui rencontrent certaines institutions internationales, ils n'ont aucun document avec eux. Alors qu'en face, allez, je vais prendre un propos plutôt ethnique. En face, vous avez des Blancs, tous ont des documents, même les Chinois, tous ont des documents. Je me souviens de cette photo qui m'avait frappé, où le gouvernement congolais, en face, aucun ministre n'a un document. Mais en face, les Chinois ont des documents. Alors vous parlez de quoi? Et une fois que vous partez, vous repartez avec quoi pour travailler? Mais le cerveau nous joue des tours. Donc ne croyez pas à ces gens qu'ils viendront, qu'ils sont là et un jour, ils vont permettre un seul sujet au Congo d'avancer, zéro. Ils ne le feront jamais. Parce qu'ils n'en sont pas capables et ils ont un déterminisme psychique qui les empêche de faire avancer le Congo. Alors, comme ils ne feront rien, c'est aux jeunes Congolais, évidemment, de prendre leurs responsabilités en main parce qu'il a été démontré ici que finalement, Sassou Nguesso ne fait que promettre, parce qu'il sait que les Congolais ne font rien et qu'ils ne feront rien, qu'ils continuent à promettre pour ne rien faire. Dans le même temps, il pille toute l'économie congolaise, toutes les finances du Congo. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des révélations qui sont faites partout, Pandora Papers, Panama Papers, Orient Hall, vous allez lire Libération et les autres journaux internationaux pour tout comprendre. Et pour terminer ce chapitre, bien sûr, sur l'année de la jeunesse 2024, puisque les jeunes ont commencé à manifester, il y a une image que les jeunes internautes congolais, je crois, ont analysée. On l'a vu, c'est une photo, hein, je crois une capture qu'on a essayé d'analyser, où on a vu quelqu'un avec des nervis, en sorte, des gens avec les armes, donc en civil, qui voulaient encadrer évidemment cette manifestation, probablement pour identifier les meneurs de cette manifestation et probablement leur faire mal. On regarde d'abord cette image et vous nous direz finalement quelle analyse vous inspire cette méthode, cette réponse que donne le régime de Brazzaville face à ces jeunes qui, tout le monde a vu et a constaté, qu'ils sont fatigués. Évidemment, comme ils disent, Ptolémée, ils sont réellement fatigués parce que finalement, le Congo, donc le gouvernement congolais, ne fait rien pour eux. Regardez cette image, ce jeune qui porte probablement une arme cachée, mais il est en civil. Alors voilà, Didier Moni-Volo, avant de répondre, il faut rappeler que Anatole Koliné-Bakosso, l'actuel Premier ministre congolais, expliquait au cours d'une conférence de presse que le Congo avait créé des usines à Maluku. C'est lui qui le dit. Hein. Ils ont construit des usines à Maluku et maintenant, ils veulent des investisseurs pour qu'on embauche des Congolais et les employer là-bas. Est-ce que vous trouvez ça plausible comme idée? On peut construire des usines sans employer les gens, c'est-à-dire on construit des usines et on les abandonne pour après attendre des investisseurs qui viendront exploiter ces usines et embaucher des Congolais. Comment expliquer ça? Monsieur Perrin, j'ai dit tout à l'heure que le pouvoir compte sur la naïveté des Congolais, je ne sais, oui, on va rester simple, hein, la naïveté des Congolais. Mais, monsieur Perrin, de vous à moi, mais vraiment de vous à moi, il a parlé de l'usine, mais il n'y a pas longtemps, ils ont fait venir Hilton à Brazzaville pour dire que finalement, la chaîne hôtelière Hilton accepte de gérer les tours jumelles de Bila. C'est-à-dire que lorsque vous regardez la communication sur Télécongo, on découvre qu'on a construit 2 tours jumelles, mais on ne sait pas qui va gérer ces 2 tours jumelles. D'accord? Alors, monsieur Perrin, donnez-moi une seule personne sur cette terre qui a de l'argent, qui construit deux maisons, mais il ne sait pas quoi faire de la maison. Il n'a pas prévu de louer, il n'a pas prévu d'y habiter. Et une fois que les maisons sont finies, il commence à réfléchir, tiens, est-ce que je vais habiter dans les maisons ou bien je vais les mettre en location? Mais comment peut-on imaginer qu'on a construit les usines? Mais les usines pour produire quoi? Une usine produit. Alors, ces usines produisent quoi? Koliné-Bakosso l'a dit. Mais je peux vous dire qu'il y a une chose que je ne comprends pas, Didier. Mais comment construire des usines et les abandonner au moins, je crois, 2 ans ou 1 an, on ne fait rien avec, et attendre qu'un autre investisseur
viennent pour embaucher. Je ne comprends pas. En fait, je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous racontent n'importe quoi. Aujourd'hui, dans le monde des affaires, il y a un document, si je peux simplifier, qu'on appelle le business plan. Le business plan, un document dans lequel vous dites aux gens, aux investisseurs, que moi, je crée une usine qui va produire telle chose que je vais vendre à temps. Voilà la plus-value que cela va nous apporter dans 1 an, dans 20 ans, dans 50 ans. Donc, quand on doit créer une usine, quand on doit construire 2 tours jumelles, on sait d'office ce qu'on veut en faire. On veut en faire des bureaux, on veut faire un siège d'une entreprise, on veut produire des pannes, des ballons de foot, des chaussettes, ou on veut produire les armes. Allons plus loin. Mais c'est d'une irresponsabilité maladive d'entendre systématiquement du pouvoir de Brazzaville qu'on a construit 2 tours jumelles, qu'on a inaugurées, et à la fin, on ne sait pas ce qu'il faut mettre dedans. On ne sait pas, on attend. Mais on a quand même englouti 174 milliards de francs CFA pour une chose dont on ne sait pas ce qu'on va faire. Si on a construit les usines à Maluku, ça veut dire qu'on a dépensé 500 milliards, 1000 milliards de francs CFA pour des usines. On ne sait pas en quelle année on les a construites, et on ne sait même pas combien de gens doivent y travailler et pourquoi faire. Monsieur Perrin, je suis désolé, c'est de l'irresponsabilité. Et quand Koliné Makosso le dit, avec une légèreté langagère, mais c'est encore plus énervant. C'est prendre les Congolais pour des idiots. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les fanatiques du PCT vont se mettre à courir dans toutes les rues, et même sur les rues numériques, dans lesquelles nous allons tous, pour dire, vous voyez, il y a des usines à Maluku, c'est parce qu'il manque des gens pour les exploiter. Mais c'est débile. Soit c'est une industrie automobile, soit c'est de l'agro-industrie, soit c'est une industrie pharmaceutique, soit c'est une industrie pour fabriquer le linge, mais qu'il soit précis. Au niveau du Premier ministre, on est précis. On dit une usine pour faire quoi? Combien d'emplois directs? Combien d'emplois indirects? Combien ça va faire entrer dans les caisses de l'État en termes de fiscalité sur le travail, en termes de fiscalité parce que ceux qui vont travailler là-bas vont payer les impôts sur les revenus, mais aussi en termes de charges sociales et charges fiscales des entreprises, du fait qu'ils s'implantent au Congo. C'est comme ça que raisonne un homme d'État, un Premier ministre ou un ministre des Finances. Mais regardez donc tout ce qu'ils vous disent. Les 2 tours jumelles, on a prévu combien d'emplois directs, combien d'emplois indirects, et ça va stimuler quel secteur économique? On ne sait pas. Oui, mais Didier Moudivolo, qu'est-ce qui peut expliquer cette légèreté de langage d'Anatole Koliné Makosso? Est-ce parce qu'il se dit, il est face à des... Hein, mais je sais que les Congolais ne sont pas naïfs, ils ne sont pas non plus, sont pas des trouillards. Qu'est-ce qui peut expliquer cette légèreté de langage? Toutefois qu'il prend la parole devant la presse, il a tendance, et beaucoup de gens le disent, il a toujours tendance à se passer pour un je ne sais qui. Et lorsqu'il parle, je ne sais pas s'il tient compte que désormais, comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde est un petit village interconnecté, que c'est tout le monde qui le suit à travers le monde. Pourquoi cette légèreté de langage? Mais parce que dans son village mental, Koliné Makosso est resté un gamin. Koliné Makosso n'est pas un adulte, c'est un irresponsable. Et ce sont les irresponsables qui se comportent comme ça. Parce que, vous savez, vous avez des gens, ils ont 50 ans, ils ont 60 ans, mais ils sont restés bloqués à l'adolescence. Ils n'ont jamais pris le sens des responsabilités. Lorsque vous avez le sens de responsabilité, et vous savez qu'en face de vous, vous parlez à des gens responsables, vous ne pouvez pas tenir le langage que tient Koliné Makosso, mais même Denis Sassou Nguesso. C'est un langage d'irresponsable. C'est-à-dire des gens qui sont restés dans leur adolescence. Et que font les adolescents dans la plupart des cas? Ils aiment s'amuser, être avec des potes, faire les fêtes. Et que fait notre gouvernement? Regardez entre eux. On les voit plus en train de faire les fêtes, on les voit plus en train de danser, en train de s'amuser, qu'en train de travailler. Parce que s'ils travaillaient réellement, on verrait le changement dans le Congo. C'est quoi ce travail qu'ils font qui ne change pas? Si le PDG de la société d'électricité vous dit qu'il travaille, mais comment se fait-il qu'on n'a pas d'électricité? À quoi sert son travail? Si le PDG de la société d'eau dit que tous les jours, quand il va au travail, il travaille, mais où est le résultat? C'est comme d'ailleurs, pendant que vous dites ça, il y a un résultat quand même. Il faut citer
Dans le même Pardon? temps, il faut citer aussi Ominga, qu'on appelle Raoul Ominga, de la SNPC, qui Mais gère le sûrement. pétrole congolais et qu'on a vu dernièrement aller chercher le financement à l'étranger. Donc, après, on se pose la question de savoir, mais où passe l'argent du pétrole congolais en train À quoi, toujours de quémander tout le temps, aller chercher des Monsieur Perrin, financements extérieurs? mais, Mais où va l'argent du Congo? Monsieur Perrin, à quoi sert la raffinerie de Pointe-Noire si nous, on n'a pas de carburant, si on n'a pas de pétrole lampant, si les Congolais n'ont pas cette ressource énergétique? Quelle est l'autre stratégie en construisant la raffinerie? On voulait quoi? À quoi servent toutes ces unités de production qu'on vous montre au Congo? Et puis, Monsieur Perrin, j'ai oublié une chose, et maintenant que cela m'est revenu à l'esprit. Qui a vu la photo des usines de Maluku? Qui a vu la photo? Personne n'a montré ça. Mais vous savez, soyons sérieux. Coliné Makosso, c'est pour ça que je vous parle d'un comportement puéril. C'est-à-dire, ce sont des ados. Donc, Coliné Makosso vous dit, on a construit les usines, mais qu'il les montre. Qu'il montre les usines de Maluku. Depuis tant qu'on parle de Maluku comme zone économique spéciale, si je ne sais plus c'est ça, mais personne n'a vu les photos, les vidéos de Maluku. Qu'est-ce qu'il y a à Maluku? Tout le monde parle de Maluku. Mais Maluku, ou même les produits. Aller filmer et montrer aux Congolais. Ou même les produits sortis de Maluku. Je ne sais pas si les Congolais... Qui a consommé, qui a utilisé dans sa vie quotidienne un produit sorti de Maluku? Qui a vu un produit sur le marché de Brazzaville, made in Maluku, fabriqué à Maluku? Donc, et ça, sur le plan psychologique, ce sont les adolescents ou les préadolescents qui se comportent comme ça. Et donc, vous me posez la question et je vous réponds. Nous sommes dirigés par des préadolescents ou des adolescents et non pas par des adultes. Parce qu'un adulte, la définition d'un adolescent, c'est quelqu'un qui est en devenir et qui vous fait des promesses auxquelles il ne faut pas croire parce qu'il n'est pas fini sur le plan de la construction psychique, mentale et intellectuelle. Donc, nous sommes dirigés par des pré-ados ou des ados et c'est ce qui fait que vous avez le résultat des adolescents. Le Congo est à l'image des cerveaux des adolescents ou des pré-adolescents qui nous dirigent. Et donc, comme dit le CRC, il faut que les Congolais cessent de se plaindre et réalisent cette révolution du fleuve pour balayer tout ça et avoir des vrais adultes maintenant à la tête de l'État dans les postes de fonctionnement pour que les choses marchent. Donnez-moi un seul secteur qui marche au Congo et posez la question, qui évalue la qualité du service? Qui évalue la responsabilité de chacun? Qui rend les comptes au Congo? Les directeurs des hôpitaux ne rendent pas les comptes sur les morts, sur les maladies qui ne guérissent pas. Regardez la saleté dans la ville. Vous avez une société à qui on donne 2 milliards de francs CFA tous les mois pour ramasser les poubelles. Il ne le fait pas et personne ne lui demande des comptes. Mais évidemment... Oui, personne ne lui demande des comptes parce que c'est le petit-fils au dictateur et personne ne peut lui demander des comptes. Ce jeune garçon bénéficie des milliards chaque année, chaque mois. Voilà, le travail n'est pas fait. Tout le monde est conscient que Brazzaville est tout à fait sale. Alors, nous allons passer donc à un autre volet. Et donc, cette fois-ci, on va s'intéresser de plus près aux conséquences potentielles de ces accords, notamment les accords de cession des terres du Congo au Rwanda, qui minent aujourd'hui la sécurité et la souveraineté du Congo-Brazzaville. Alors, avec vous, je vais tenter de comprendre ce que peut vouloir Denis Sassou Nguesso derrière ces accords, sachant que, évidemment, il est souvent cité dans les scandales de corruption, de vol, j'allais dire, de détournement d'argent. Tout à l'heure, je venais de le rappeler, ce n'est pas moi qui le dis, hein, mais au Congo, tout le monde sait que 25 milliards de dollars ont disparu du fonds de génération future, 14 000 milliards. Et les Congolais réclament toujours cet argent. Est-ce que ce rapprochement de Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame n'est pas une manière, disons, une stratégie de blanchiment d'argent finalement? Puisque c'est Sassou lui-même qui a dit que le Congo avait 14 000 milliards pour les générations futures et c'est lui encore qui n'arrive pas à justifier la perte de cet argent puisqu'on n'a pas vu d'investissement au Congo. Où va l'argent des générations futures? Si les des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures est gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Mais pire que ça, face à la montée des mécontentements à tous les niveaux au Congo,
il va céder les terres aux Rwandais, il va signer les accords, parmi lesquels je pense que ce qui risque de coûter son pouvoir, ce sont les accords militaires. Mais souvenez-vous, quand je suis passé sur votre chaîne il y a quelque temps, j'avais dit à l'armée congolaise, si vous laissez ce projet de cession des terres aux Rwandais se réaliser, préparez-vous à vous battre contre les militaires rwandais sur votre sol, à domicile. Vous allez jouer un match à domicile. Et aujourd'hui, jouer un match à domicile n'est pas une garantie de victoire. Parce que ce qui va être déterminant, c'est d'abord l'outil. Il faut savoir que l'Homo erectus, qui a battu tous ses congénères, l'homme du Néandertal et les autres, c'était pas parce qu'il était le plus fort, il était fort, c'est vrai, mais c'est surtout l'Homo erectus était celui qui fabriquait les armes les plus performantes. Et le Rwanda, qui a la bénédiction de l'Union européenne, qui reçoit de l'argent de Rishi Sunak, près de 400 millions de livres sterling chaque année pour, semble-t-il, accueillir les demandeurs d'asile, qui reçoit une aide de près de 20 millions de dollars, semble-t-il, pour soutenir les efforts du Rwanda au Mozambique. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que demain, toutes ces ressources financières vont servir pour le Mozambique ou pour le développement du Rwanda? Il faut savoir que moi, je suis diplômé de politique internationale. Monsieur Perrin, invitez qui vous voulez, je suis prêt de faire ce débat avec lui. Lorsque l'argent arrive dans les caisses de l'État, l'État en fait ce qu'il veut. Et je peux vous citer les exemples. Vous avez des conflits entre l'Union européenne et la Libye, l'Union européenne et la Turquie, l'Union européenne et la Tunisie, du fait que les fonds donnés à ces pays-là pour maîtriser l'immigration illégale vers l'Europe, des fois, les fonds sont utilisés pour taper sur les journalistes. Vous avez rappelé que le 3 mai, c'était la journée de la presse, ou plus clairement des libertés. Cet argent peut être utilisé pour autre chose. Le Burundi, par exemple, a eu des conflits avec l'Union européenne parce que l'Union européenne reprochait à Nkurunziza d'utiliser le soutien de l'Union européenne au budget de l'État pour la répression contre les populations qui demandaient plus de liberté. Donc, dès lors que le Rwanda reçoit l'argent, on ne sait pas ce que le Rwanda va faire avec. Dès lors que les demandeurs d'asile vont se retrouver au Rwanda, ils peuvent être affectés sur les champs de bataille en RDC ou ailleurs. Donc, je pense que la situation du Rwanda doit être prise avec beaucoup de sérieux. Et qu'est-ce que ça fait pour aller, qu'est-ce que ça cherche en allant demander le soutien du Rwanda? C'est peut-être que lui se maintienne au pouvoir et peut-être passer le pouvoir à son fils. Et donc, les 14 000 milliards, c'est peut-être un fonds de guerre qu'on conserve pour l'utiliser avec les Rwandais et leur donner, je crois, l'équivalent de 6 fois Kigali. C'est plus qu'une base militaire. C'est un État dans un État. Évidemment, mais parce que si ce sont les accords tels qu'on nous les présente, je ne pense pas que Paul Kagame soit dupe de venir investir dans un pays où il sait qu'il n'y a pas une stabilité, l'environnement des affaires ne garantit pas. Et puis, il y a ce bruit-là qui monte que les Congolais ne sont pas d'accord avec ces accords. Comment se fait-il que Paul Kagame peut se laisser duper si réellement c'est son argent qu'il veut venir investir au Congo-Brazzaville? Voilà qui me fait penser que derrière ces accords, il y a également ces stratégies de blanchiment de capitaux. Alors, vous vous rappelez, et c'est un rappel que nous faisons donc à nos téléspectateurs, en octobre 2021, le quotidien français Libération titrait Congo-Brazzaville, l'élite politique fonctionne comme une mafia. Je le rappelle simplement parce que vous vous souviendrez qu'en juillet 2003, le dictateur congolais Denis Sassou Nguesso avait été exclu du groupe de la quarantaine d'États qui s'étaient engagés à lutter contre le commerce du diamant de la guerre. Vous vous souvenez de cette affaire, Oui. en garantissant bien sûr l'origine des pierres mises sur le marché. Alors, il était reproché à Denis Sassou Nguesso de vendre, en fait, d'exporter 100 fois plus de carats qu'il n'en produisait. Et donc, une bonne partie de ce diamant provenait de la RDC. Donc, Sassou Nguesso était impliqué dans le trafic du diamant de la guerre Les qui diamants venait du sang. de la RDC, bien Le entendu. diamant du sang qui a inspiré d'ailleurs le film avec DiCaprio. Voilà, et ce qui prouve que finalement, Denis Sassou Nguesso, il y a longtemps qu'il est dans la mafia. Maintenant, ma question, c'est de savoir, est-ce que son rapprochement avec
Paul Kagame n'est pas pour réitérer ses pratiques, bien entendu, c'est-à-dire continuer toujours à profiter des matières premières, par exemple, de la RDC, voilà, comme il le faisait avec le diamant, mais que derrière aussi, malheureusement, des accords illégaux, on l'a dit tout à l'heure, qui exposent aujourd'hui le Congo-Brazzaville à une extinction. Évidemment, l'hypothèse tient la route. Hein. Sassou Nguesso n'est pas son premier coup d'essai. Le problème qui se passe, c'est que on se rend compte après le retour de Sassou au pouvoir, alors ce n'est pas de son fait à lui, mais il y a eu une recrudescence des conflits armés dans beaucoup de pays, l'Angola, la Sierra Leone, le Libéria, la RCA et la RDC. Et dans le même temps, on constate que les zones où il y a souvent des conflits armés, on utilise les enfants, beaucoup d'enfants. Hein. Il y a voilà, cette question des diamants du sang, mais aussi c'est que dans les mines de diamants, ce sont les enfants qui sont utilisés, les enfants soldats. Hein. Les enfants soldats, ça a été un vrai sujet. Et des pays comme le Congo-Brazzaville, où la production du diamant reste assez artisanale, déclarent des exportations qui relèveraient d'un pays qui aurait vraiment des vrais gisements en diamant. Et donc, petit à petit, les premiers qui s'en inquiètent, c'est qui? Ce n'est pas l'Europe. Les premiers qui s'en inquiètent, ce sont les Sud-Africains. D'ailleurs, la fin de ce processus s'appelle le processus de Kimberley. Et la réunion a lieu en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, lors de cette réunion, les Sud-Africains refusent que Sassou participe. Parce que Sassou était en connivence avec certaines personnes de la RDC et il faisait sortir les diamants par Brazzaville. Mais vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui, le comportement délinquant de Sassou au pouvoir. Mais même sur le plan national, souvenez-vous du delta de la cuvette. Sassou a fait croire aux gens qu'on a découvert les gisements de pétrole dans la cuvette, qui pour un gisement pourrait produire jusqu'à 900 000 barils par jour. J'étais le tout premier et le seul à réagir. Et quand j'ai réagi en disant que ces genres de gisements, on les trouve plutôt en Arabie Saoudite, mais il n'y en a pas 5 en Arabie Saoudite. Et c'est très rare. Et j'ai interrogé qui avait trouvé ces gisements. On me parle d'une petite et moyenne entreprise de Willy et Toka, je ne sais plus de qui. Mais c'est BP, c'est Total Energy qui ont des ingénieurs pour trouver de tels gisements, mais pas un petit actionnaire de petite et moyenne entreprise. Et au final, lorsque vous avez eu des spécialistes internationaux qui ont réagi, eh bien, certains Congolais m'ont appelé, mais j'ai dit, mais j'ai fait politique internationale. Si vous me dites qu'il y a dans le delta, dans la cuvette, vous avez ce type de gisement, mais Total débarque tout de suite. C'est BP. Une petite entreprise n'a pas les moyens d'exploiter cela. Mais ensuite, il faisait ce chantage dans une zone protégée. Mais bien sûr, mais bien sûr. Donc aujourd'hui, avec la guerre du pool, vous voyez, je fais les ramifications parce qu'il faut avoir un regard beaucoup plus large. Avec la guerre du pool, on nous dit les zones où il y a eu beaucoup de combats dans le pool pour stabiliser les populations, semble-t-il qu'il y a du coltan, du cobalt, il y a des minerais. Alors, est-ce que ces Rwandais qui viennent, on les installe là, demain, le Congo va déclarer que j'exporte le coltan, mais en fait, c'est le coltan qui vient de la RDC. Parce que le Rwanda... Oui, mais c'est la vraie question, pardon, c'est la vraie question qui se pose. Vous avez parlé de la guerre du pool. Bon, enfin, la vérité, c'est que ça a été un génocide. Donc, la guerre dans le pool, où on a massacré des familles entières, on a décimé des villages entiers. Plus d'une centaine de villages ont disparu à la date d'aujourd'hui. Et vous dites... probablement qu'il doit avoir des minerais là-bas, du coltan, comme vous l'avez dit. Et c'est la question que tout le monde se pose. Et dans le choix des zones qui ont été attribuées au Rwanda figure évidemment le pool. Est-ce que finalement, comme on l'avait lu sur le plan Mouebara, c'était une première étape, évacuer de force, sinon éliminer tous les êtres vivants de cette zone, et pour après attribuer les zones au Rwanda qui, et comme je l'ai rappelé d'entrée de jeu, a aussi un accord de fourniture de matières stratégiques à l'UE. Est-ce que tout ça, quand on recoupe finalement, on se rend compte qu'il y a une grande et, j'allais dire, grande mafia qui se prépare à ce niveau-là? L'histoire nous le dira.
l'histoire nous le dira. Après, il n'appartient qu'aux Congolais, au peuple congolais d'empêcher cela. Sachez que le Rwanda est déjà pointé du doigt par les ONG et certaines institutions internationales d'exporter beaucoup plus de coltan qu'il ne produit. Aujourd'hui, le Rwanda exporte plus de coltan que la RDC, alors que nous savons que dans le monde, les plus grands gisements se trouvent en RDC oui. Et aujourd'hui dans les zones où il y a la guerre. Et donc, d'ailleurs, le président Tshisekedi lui-même, il a pointé iPhone en disant aux citoyens du monde, à chaque fois que vous utilisez votre iPhone, pensez que dans votre iPhone, il y a du sang des enfants congolais qui sont tués. Et il a fait le parallèle, les diamants du sang, et il a fait le parallèle avec les iPhones du sang. Et donc, il faut que les Congolais prennent conscience aujourd'hui du danger de ces relations entre Sassou Nguesso et le Rwanda, et notamment Paul Kagame, dans une stratégie de pillage des ressources du Congo, dans une stratégie de pillage des terres congolaises, ce qui suppose que on va tuer les Congolais. Parce que qu'est-ce qui se passe, M. Perrin? Dans une situation géopolitique mondiale, et ça vous pouvez interroger tous les spécialistes, dans une situation de géopolitique mondiale incertaine, instable, faite de tensions et de guerres, avec comme corollaire le Covid qui a fait qu'on a bouclé toutes les frontières, rien ne pouvait circuler. En réalité, chaque pays doit maximiser chez lui sa propre production. Production d'énergie, production agroalimentaire, production pharmaceutique. De sorte que si demain, le monde est une fois de plus bunkérisé, vous ne mourrez pas. Aujourd'hui, notre stratégie doit être de développer nous-mêmes notre agroalimentaire. C'est-à-dire que ces terres-là, on revient au premier sujet, les jeunes demandent du travail. Il faut les former à l'activité agricole. L'activité agricole, c'est quoi? Ce n'est pas seulement les plantations. Un électricien, il aura besoin de travailler dans l'électrification des zones où on va stocker et autres. Les mécaniciens, on peut former les jeunes pour la réparation des engins agricoles. Vous voyez? Donc, développer notre propre agriculture, sécuriser notre production énergétique, de sorte que le monde qui devient de plus en plus incertain et de plus en plus conflictuel ne nous soit pas dommageable. C'est-à-dire, nous pouvons tenir pendant 3 mois, 6 mois, on appelle cela la sécurité nationale, on appelle cela garantir les stocks stratégiques. C'est-à-dire, si demain, le monde se barricade encore, est-ce que nous avons de quoi soigner les maladies de première nécessité? Est-ce que nous avons de quoi manger? Est-ce que nous avons tout ce qu'il faut? Au lieu de ça, Sassou, Koline Bakosso et tout le PCT continuent à nous embarquer dans des aventures, mais totalement inutiles. Ces gens-là ne nous servent à rien. Et ajouter à cela une opposition parlementaire totalement opaque, totalement inutile aussi, oui, il faut le dire, oui. Oui, totalement absente, puisque que fait le premier secrétaire de l'UPADES? Il vient valider, il vient faire le service après-vente de la cession de terre en expliquant que si on refuse les Rwandais, on est xénophobe. Et il voit ce que les Rwandais, le Kagame fait à l'est de la RDC. Est-ce qu'il voit? Et comme mais non, mais il a encore, là aussi, il faut le lui rappeler, hein, que finalement, il a oublié qu'au Congo, il y a déjà plus de 8000 Rwandais qui vivent là-bas. On n'a jamais chassé ces Rwandais. Donc, dire que c'est là. Le Congo a hébergé les réfugiés angolais, les réfugiés namibiens, les réfugiés rwandais, les réfugiés burundais. Le peuple congolais a permis l'indépendance des pays qu'on appelait les pays de la ligne de front. Donc, on ne peut pas nous accuser d'être xénophobe. Le Congo est l'un des rares pays en Afrique noire qui accueille les étrangers depuis la colonisation. Depuis la colonisation. Sinon, comment comprendre que des Congolais au Parlement ou parfois dans les gouvernements ont des noms des Africains d'Afrique de l'Ouest ou encore d'autres pays? Mais parce que c'est des gens qui sont arrivés, qui vivent au Congo, qui étudient au Congo. Moi, mon prof d'anglais au lycée, c'était un Tchadien. Personne ne l'a chassé. Mais si c'est pour occuper nos terres, là, nous sommes formels, c'est niet. Si c'est pour occuper les terres du Congo, les Congolais sont formels, c'est niet. Vous avez dit tout à l'heure, évidemment, cela me fait penser à l'intervention du coordonnateur de votre mouvement, le Congrès pour la Renaissance du Congo. Il s'agit bien entendu
du colonel Simon-Pierre Musunda qui, dans sa déclaration, avait rappelé que lorsque, disons, il faisait le parallèle, il disait « la terre, c'est la vie ». Quand vous perdez la terre, vous perdez totalement la vie. Et je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration. Suivez. La terre est hébergeuse. Sans elle, il n'y a pas d'école, d'université, pas de maison, de villages et de villes. Même les oiseaux qui migrent ont des zones de refuge. Les animaux se battent pour leur espace vital. Nous ne devons donc pas rester inactifs ou amorphes lorsqu'il s'agit de l'existentiel. Leur crime s'apparente aux actes odieux dont ont été victimes nos ancêtres lors de l'esclavage et du colonialisme. Il nous rappelle Berlin en 1885, lorsque les terres africaines ont fait l'objet d'un dépêchage ignoble qui mine encore nos vies aujourd'hui. Bamama, Batata, Nabilenge. Ceux qui ozangi mabele, ozangi bilia, ozangi ndako, okokolisa bana te. Ceux qui bakoko na biso babunda kite, pona mabele oyo kasi tozali te. Ceux qui bateki mabele na biso, suka yango se liwa. Bamama, batata na bantwenya. Kana batoto ke leve, kana bizinga ya beto ke leve, madi ape ike leve, inzo ike leve. Ngele na kunisa babane yange ve. Si bakoko ya beto nuana ve, samna toto yai, kasi beto butamaka ve. Kana bendo tekisa batoto ya beto, ike bikana na beto, kaka lufwa. Alors, Didier Mouni-Volo, si vous perdez la terre, vous perdez la vie, a rappelé le colonel Simon-Pierre Musunda, coordonnateur du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Évidemment, pour conclure sur ce volet, que peut-on donc retenir de ces accords illégaux de cession de terre du Congo au Rwanda? Tout à l'heure, vous avez développé un argumentaire où on a finalement compris, évidemment, derrière ces accords entre le Rwanda et l'UE pour la fourniture des matières stratégiques. Et nous avons aussi rappelé ce qui s'est passé dans le Poul, dans le département du Poul, où il y a eu carrément génocide. Et les éléments de preuve existent. Et demain, si le Rwanda s'installe, puisque la zone a été circonscrite, elle a déjà été, je crois, attribuée au Rwanda. Nous avons suivi sur la chaîne rwandaise, les Rwandais dire désormais ce sont leurs terres, 980 km² et compris bien entendu le département du Poul. Quand le Rwanda va s'installer à ce niveau-là, puisqu'il ne va seulement pas exploiter la terre, mais aussi le sous-sol, est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait parler des matières premières de sang? Alors, déjà, pour tout vous dire, j'espère que la population congolaise fera tout le nécessaire pour empêcher l'installation des Rwandais sur nos terres. Ça, c'est pas négociable. Vraiment, le coordonnateur du CRC l'a dit, la terre, c'est la vie. Vous perdez votre terre, vous perdez la vie. Et on voit comment, à travers le monde, les pays sont en train de se battre pour défendre leur terre. On ne peut pas livrer la terre comme ça. Et même au sein du PCT et au sein du pouvoir, on sait très bien, nous le savons, il y a des divisions sur la question. Si les Rwandais se mettent à exploiter les matières premières, est-ce qu'on peut parler des matières premières du sang? Oui, dans le sens que ces accords ne sont pas publiés. Et d'ailleurs même, je faisais des reproches au premier secrétaire de l'UPADES en lui disant il est en train de commenter des documents qu'il n'a pas eu entre ses mains. Voilà un homme politique qui commente un document qu'il n'a pas lu, qu'il n'a pas vu. Là aussi, il s'agit d'une irresponsabilité inqualifiable. Moi, je n'ai pas vu un document, je fais une réserve. Et je dis d'ailleurs, il faut faire attention. Il faut déjà qu'on voit le document. Surtout que la Constitution dit qu'il faut le présenter. Et moi, vraiment, je n'imagine même pas que les Rwandais sont en train d'exploiter nos terres au détriment des Congolais. Parce qu'une fois de plus, poussons la réflexion beaucoup plus loin. Lorsqu'on exploite les matières premières, on a besoin de quoi, M. Perrin? De l'eau, des rivières. Donc, il y aura la pollution de l'eau. Obligé. Allez voir ce qui se passe à Kélé. Allez voir ce qui se passe avec les Chinois qui exploitent de l'or dans la partie nord du pays, comment nos parents souffrent. L'exploitation sauvage en plus. Ces pauvres femmes qui disent que l'eau qu'on puisait dans les rivières pour boire ou encore les poissons de la rivière qu'on mangeait, on ne peut plus le faire et maintenant on meurt de faim. Donc, il faut pousser la réflexion beaucoup plus loin, sans compter la délinquance. Sans compter la délinquance. Allons plus loin. Est-ce que ce sont les familles rwandaises qui vont s'installer ou les hommes rwandais seulement?
Demandez aux médecins, un homme a besoin d'une femme. Comment ils vont faire? Donc, si vous prenez les sociologues, les criminologues, les juristes, on va avoir peut-être une croissance des criminalités, des viols, des bagarres et autres. Est-ce que ces gens-là voient plus loin? C'est pour ça que je vous dis, je n'ose même pas imaginer que ces gens-là s'installent sur nos terres. Dieu a donné à chaque peuple sa terre. On n'est pas dans la situation de l'Israël et de la Palestine pour dire que cette terre a été promise à tout le monde. Nous ne sommes pas Jérusalem qui est 3 fois saint. Ça, c'est leur problème. Nous, Dieu nous a donné notre terre. Et la preuve, M. Préra, Dieu ne nous a pas permis d'être un pays frontalier au Rwanda. Pourquoi se compliquer les problèmes? C'est quand même curieux. Dieu ne nous a pas permis d'être frontaliers au Rwanda. Ce ne sont pas les Angolais qui viennent chercher les terres, ce ne sont pas les Congolais de la RDC qui cherchent les terres, ce ne sont pas les Gabonais ou les Camerounais ou les Centrafricains, mais bon Dieu de bon sang, sort ce problème. Nous sort ce problème, évidemment, pour faire la transition et parler finalement de l'UPADS, la crise au sein de l'UPADS. Je vais donc proposer à nos téléspectateurs de suivre cet extrait de la vidéo qui porte sur... En fait, c'est Kémy Séba qui parle de Paul Kagame. Suivez. Si vous dites que vous êtes les champions d'exportation d'un produit et que ce produit-là, vous ne le produisez pas, ça veut dire que vous le prenez ailleurs. Où se trouve le coltan en majorité en Afrique? Ça se retrouve à l'est de RDC, au Kivu. Dans ce Kivu, un génocide a été perpétré. Des hommes et des femmes, par milliers et milliers et milliers, ont témoigné. Ce génocide, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, continue aujourd'hui. Les survivants de ces viols, de ces drames, témoignent de présence de milices rwandaises qui sèment la terreur, qui tuent, qui détruisent, qui assassinent, qui violent, qui pillent. Ces milices-là n'agissent pas aveuglement, elles sont dirigées. Dirigées par quelqu'un qui a tout intérêt à ce que cette région soit déstabilisée. Parce que quand le chaos règne, c'est là où vous pouvez piller. C'est comme ça que le colon a fait, et c'est comme ça que le régime Kagame fait de manière bien plus violente encore vis-à-vis de ses propres semblables africains. Quand j'entends des prétendus penseurs africains, des prétendus responsables politiques africains chanter les louanges de Kagame en disant que Kagame est un grand, Kagame est un géant, alors que c'est un des plus grands oppresseurs vis-à-vis de son peuple. Il faut voir comment le prolétariat rwandais est traité d'un côté, et il faut voir ce qu'il fait en RDC. Kagame est un cauchemar pour les Africains lucides. Un criminel politique, je le dis et je l'assume. Et j'espère qu'un jour il sera traîné devant les tribunaux pour le chaos qu'il fait opérer actuellement et depuis un certain nombre d'années en RDC. Didier Mouni-Volo, alors pour Kémy Séba, Paul Kagame, c'est un criminel. Un criminel qui devra en fait finir ses jours en prison. Partagez cet avis? Bon, je ne sais pas si Paul Kagame doit finir ses jours en prison, mais dès lors que l'ONU, l'Union européenne, la France, la Belgique, les États-Unis affirment, preuve à l'appui, que le M23 est soutenu par le Rwanda et qu'il y a des militaires rwandais en RDC, pas plus tard que hier, le président français qui rencontre le président de la RDC, Tshisekedi, condamne avec force. Hein, il dit d'abord, je ne peux pas intransiger sur la sécurité territoriale de la RDC. Le Rwanda doit cesser de soutenir le M23 et le Rwanda doit retirer ses troupes de la RDC. Donc, en conclusion, Kagame est un criminel. Si Poutine est criminel de la guerre, puisqu'il mène une guerre en Ukraine, pourquoi Kagame ne le serait pas, vu ce qu'il fait? Mais par contre, ce qui m'étonne, c'est que il y a eu des embargos contre la Russie, pourquoi pas contre Kagame? Il y a eu la livraison des armes à l'Ukraine pour défendre son territoire, protéger son peuple. 500 morts ou 500 000 morts. En RDC, on est au-delà de 10 millions de morts. Pourquoi l'Union européenne ne livre pas aussi les armes à la RDC? Et curieusement, dans le même temps, on soumet la RDC à un embargo. Non seulement on soumet la RDC à un embargo, mais sous prétexte de recevoir les demandeurs d'asile en Angleterre, Rishi Sunak est prêt à verser 400 millions de livres sterling à Kagame. Alors, vous voyez,
je vous dis encore, il y a un domaine qui n'a jamais été étudié en relations internationales, et je l'offre aux spécialistes des relations internationales, c'est la dimension ethnique. Ça, je vous le soumets. C'est la dimension ethnique. Et on a vu en France des gens dire très clairement, les Ukrainiens sont comme nous, ils sont blancs comme nous, ils vivent comme nous, donc s'ils arrivent en France, il n'y aura pas de problème d'intégration. Et si nous, on les soutient, c'est tout à fait normal. Ils sont beaucoup plus proches de nous que la RDC. Donc, il y a une dimension ethnique dans le traitement des relations internationales. Parce que des femmes congolaises qui se font violer n'ont pas la même considération internationale que les femmes ukrainiennes qui se font violer. Regardez avec quelle rapidité on a envoyé les procureurs en Ukraine pour enquêter alors que la Russie tire sur l'Ukraine. Pendant que l'Ukraine est en guerre, vous avez déjà des procureurs occidentaux, vous avez la police scientifique de certains pays occidentaux sur place en Ukraine. Mais en RDC, 10 millions de morts, avec les conséquences que nous connaissons, avec le docteur Mukwege qui est prix Nobel de la paix, zéro. On ne livre même pas une cartouche à la RDC. Au contraire, sous prétexte de soutenir le Mozambique, on va donner 20 millions. Mais dites-moi, les armes de Kagame pour le Mozambique, qui peut prouver que Kagame va utiliser ça pour le Mozambique et ça ne va pas finir au M23? Quelle est la garantie? Les 20 millions. Qui peut le... Et je vous dis, en tant que diplômé de politique internationale, vous entendrez dans 5 ans, dans 10 ans, que les 20 millions, il y a une partie qui a servi à acheter les armes qui ont fini à l'est de la RDC. Et vous avez un homme, paix à son âme, c'est un de nos grands professeurs qu'on appelle Hans Morgesan, qui a écrit un très bon livre. Et d'ailleurs, c'est une Bible pour nous. C'est The Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace. C'est-à-dire qu'un État qui veut se respecter, il est obligé de maximiser sa force et sa puissance. La RDC, ça fait 105 millions d'habitants, plus de 2 millions de kilomètres carrés. Si Tshisekedi veut se faire respecter, il doit démontrer qu'il est capable de damer le pion à tout pays frontalier, quitte à le détruire. Lorsque un État montre sa faiblesse, il est piétiné, sachez-le. Et ça, tout spécialiste de la géopolitique vous le dira. Les États faibles sont voués à disparaître. Si Kagame est courtisé par l'Occident, c'est parce que sur le plan militaire, Kagame montre sa supériorité. Le jour où la RDC va montrer sa puissance militaire, Kagame va se taire. Pourquoi je vous dis, M. Perrin, je vous donne les exemples. Reprenez la carte du Rwanda. Qui vous avez autour du Rwanda? La Tanzanie. Pourquoi Kagame ne se prend pas aux terres tanzaniennes? Mais parce que la Tanzanie a une armée expérimentée. Kagame a comme frontière le Burundi. Pourquoi Kagame ne convoite pas les terres burundaises? Pourquoi Kagame ne convoite pas les terres ougandaises où il a grandi? Kagame a grandi en Ouganda, mais il sait que le jour où il va essayer, mais l'armée ougandaise va marcher sur Kigali. Oui, dernièrement, on a même chassé les ressortissants rwandais du Burundi. On a vu... mais même de l'Ouganda. Le Burundi pense qu'il s'agit de personnes qui ont pris l'avion pour le Rwanda voisin et qui forment maintenant un groupe armé pour lutter contre le gouvernement depuis 2015. Et la récente attaque leur est attribuée. Il y avait de l'espoir quant à la normalisation des relations entre les deux pays avec la nouvelle administration arrivée en 2020. Et nous avons vu la visite du président rwandais Paul Kagame à Bujumbura pour la première fois depuis plus de 5 ans. Donc les relations s'amélioraient jusqu'à cette attaque récente à Gatumba qui a fait au moins 20 morts. Le gouvernement burundais accuse le Rwanda d'être derrière cette attaque. Kigali a reçu une demande de remettre les coupables pour qu'ils soient jugés au Burundi. Le gouvernement burundais a indiqué que le Rwanda avait refusé la demande malgré les négociations et c'est la raison de l'escalade entre les deux pays et de la mise en place de ces mesures fermes à l'encontre du Rwanda. Les Burundais et les Rwandais sont comme des frères et sœurs, c'est comme une famille. Il y a de nombreux événements dans les communautés de la frontière, pas seulement les affaires. Cela a aussi un impact sur la vie sociale des communautés vivant à la frontière. Il y a des familles, des mariages mixtes, les gens vivent ensemble. Les mesures mises en place vont donc rendre difficile le franchissement de la frontière et la vie de ces familles. Ce sera un défi pour le commerce qui est si important pour les gens. Même de l'Ouganda, à un moment, Museveni a dit à Kagame, vous partez, je ne veux plus de vous. Parce que Museveni a compris que Kagame commençait à avoir un comportement belliqueux.
Donc, vous voyez bien que si Kagame choisit de s'attaquer aux terres de son côté ouest, les Congo-Lari ont une expression qui dit Wabakambangu Boetantu. Hein? Les Congo-Lari disent Wabakambangu Boetantu. Et en Lingala, quand on jouait au football, qu'est-ce qu'on disait? Il faut attaquer le côté le plus pété-pété. Quand on sent que le latéral droit ou le latéral gauche est faible, eh bien, les attaques. Moi, j'étais attaquant au football, donc on va attaquer le côté le plus pété-pété. Et donc, Kagame attaque le pays qui montre sa faiblesse sur le plan militaire. Et lorsque le pays montre une faiblesse sur le plan militaire, eh bien, ce pays-là est... Et l'Ukraine est en train de regretter qu'à la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, d'avoir signé avec la Russie et les Occidentaux le rapatriement des armes nucléaires en Ukraine. Si les Ukrainiens savaient, ils allaient refuser. La marine était basée en Ukraine. Mais on a tout rapatrié, on a signé les accords où on a dit, vous ne serez pas agressés, mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Mais c'est ça. Nous, en politique internationale, on ne pense pas le quotidien. On pense 20 ans, 30 ans, un siècle en avance. Évidemment, on va donc rappeler que les nations n'ont pas d'amis, seuls les intérêts. Il faut maximiser la force et la puissance, parce qu'il n'y a que les intérêts. Merci. Et donc, pour terminer, c'est le dernier volet, la crise au sein de l'UPADES, où un nouveau courant est né, esprit UPADES, qui exige évidemment le départ de Pascal Tsatsi Mabiala, qui selon esprit UPADES est devenu illégitime pour continuer à diriger l'UPADES. Alors, qu'en est-il à la date d'aujourd'hui? Une crise qui a commencé depuis fort longtemps, sinon c'est un rebondissement, s'il faut le dire. Parce que finalement, Pascal Tsatsi Mabiala n'a que trop dépassé les limites. Il est aujourd'hui pratiquement, si on peut comptabiliser, à 3, 4, 5 mandats déjà, alors que l'UPADES n'en autorise que 2. Je prends la parole ce jour pour commenter l'actualité très riche au sein de notre parti, qui traverse une période de turbulence par la faute d'un homme. J'ai cité le premier secrétaire sortant. En effet, ce dernier, élu au Congrès national de juin 2013 pour un mandat de 4 ans, ayant pris fin en juin 2017, s'accroche, s'éternise à la direction de notre parti. Je vais donc me pencher sur les points suivants. L'illégalité et l'illégitimité des instances de l'UPADES, à savoir premier secrétaire, secrétariat national, Conseil national, bureau politique depuis juin 2017. Le premier secrétaire sortant de l'UPADES pense nous avoir sémé par la simulacre session du Conseil national, des conférences de presse tout azimut et plusieurs prises de parole et pense que la question sur l'illégitimité et l'illégalité des instances de l'UPADES s'est dissipée. Mais la vérité est que cette question a été définitivement élucidé par les statuts et règlements intérieurs du parti. L'article 63 des statuts, le PS est élu au Congrès national pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. L'article 71 des statuts qui parle des attributions du Conseil national et nulle part ce dernier ne peut proroger les instances. L'article 70 qui dit que le Conseil national est composé de 387 membres élus au Congrès et non pas nommés. Alors déjà, si je peux me permettre une correction, M. Perrin, ce n'est pas la task force Esprit UPADES pour la reconquête du parti qui dit que M. Pascal Tsatsi Mabiala, premier secrétaire sortant, est illégal et illégitime. Ce sont les statuts du parti. La rigueur intellectuelle et politique de la task force UPADES, c'est de dire aux gens, lisez les statuts. On peut opposer à la task force tout argument, mais dans un état de droit, lorsque une entreprise, une organisation, loi 1901, fait sa déclaration à la préfecture et dit à la préfecture, à travers ses statuts et son règlement intérieur, les modalités de renouvellement de ses responsables, lorsqu'on arrive à échéance et ce n'est pas fait, cette structure cesse d'exister. C'est du droit administratif, c'est du juridique.
Ce n'est pas de l'invention de la task force Esprit UPADES, ce n'est pas de l'invention de Mouni Volodiki. Dès lors que vous avez fait cette déclaration-là, il appartient donc au gouvernement congolais, à la préfecture de Brazzaville, de dire aux Congolais qu'est-ce qui fonde la légalité et la légitimité des responsables de l'UPADES aujourd'hui. Et c'est même une honte pour un pays de laisser à un groupe de militants s'occuper du travail de l'État. En réalité, en 2017, le secrétariat national de l'UPADES aurait dû recevoir une mise en demeure pour renouveler ces instances. On appelle ça une mise en demeure. Or, l'État congolais manque à ses obligations, c'est-à-dire, une fois de plus, vous avez des adolescents au pouvoir. Parce que si c'était des adultes responsables, eh bien, depuis longtemps, la préfecture de Brazzaville, le ministère de l'Intérieur qui est en charge des partis politiques, aurait dû signifier à M. Pascal Satima Biala, attention, on sort de la zone de légalité et on entre dans la zone de turbulence où vous allez être déclaré illégitime et illégal. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que demain, n'importe qui arrive au pouvoir, même quelqu'un du PCT arrive au pouvoir, peut demander à l'UPADES de rembourser tous les traitements reçus au titre de financement des partis politiques. Dès lors que vous n'avez... C'est comme vous et moi, M. Perrin. Vous avez de l'argent qui vous appartient à vous dans une banque. Vous allez faire un retrait. N'est-ce pas que vous présentez votre pièce d'identité? Naturellement. Mais si votre pièce d'identité est périmée, la banque vous donne l'argent? Et pourtant, c'est votre argent. Est-ce que la banque vous donne l'argent? Alors, au nom de quoi Pascal Satima Biala continue à recevoir de l'argent public avec les papiers périmés? C'est du gangstérisme à la tête. Oui, c'est là qu'on se posera donc la question de savoir à qui profite le crime. Vous avez la réponse. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui au Congo des gens qui viennent vous faire des beaux discours sur la lutte contre la corruption, un concept de science politique qu'ils ne comprennent pas. Demandez à Koliné Makosso de venir débattre. Demandez à Mboulou qu'il vienne, on va débattre. Qu'il nous explique la définition de la corruption politique. Et un État est pauvre à cause de la corruption politique. Ce n'est pas à cause du manque d'argent. C'est faux, on a 14 000 milliards. Donc, vous avez au Congo un système de démocratie plutôt monopartiste des camarades, où on se rend des bons et loyaux services, où on récupère tous les enfants des anciens premiers ministres, des anciens présidents de la République, on crée un club. Regardez la composition de l'Assemblée nationale. Vous avez 10%, ce sont des gens qui viennent de nulle part, 90%, c'est la République des héritiers et des petits chefs. Vous avez le président, le premier ministre, le président de l'Assemblée, le président du Sénat, le chef de l'opposition. Ils ont tous leurs enfants, leurs neveux. La politique au Congo est devenue la multinationale pour les hommes politiques pour garantir leur vie, leur survie et la survie de leurs enfants. Regardez les élections législatives. Combien de Nguesso, combien de Sassou Nguesso candidats? Combien de Fouba candidats? Et combien de Satima Biala candidats? Alors, de manière succincte, est-ce qu'on peut nous rappeler évidemment la situation qui prévaut à l'UPADES, s'il faut le dire comme ça? C'est quoi concrètement, en résumé d'ailleurs? En résumé, vous avez la task force qui a pris ses responsabilités. Bon, on dit c'est un courant. Oui, c'est un courant. Ce n'est pas un courant structuré, ce n'est pas un parti politique. Qui a pris ses responsabilités et qui dit il faut qu'on aille vers la légalité, il faut qu'on aille vers le Congrès. Et donc, on puisse élire les nouveaux responsables. Et d'ailleurs, vous remarquerez que parmi ceux qui composent la task force, personne n'a dit qu'il sera candidat au poste de premier secrétaire. Il demande juste d'aller au Congrès. En réponse, que fait Pascal Satima Biala, qui est premier secrétaire sortant? Il demande à la justice de poursuivre les journalistes qui vont tendre le micro aux camarades de la task force Esprit UPADES. Mais vous êtes sérieux? Jusqu'à ce niveau-là? Jusque bien là? sûr, les bandes existent. Il fait une réunion à Pointe-Noire où il fait une déclaration publique demandant à la justice de poursuivre les journalistes qui oseront ou qui permettront à la task force de parler, de s'exprimer. Et là, il viole. Est-ce qu'il se rend compte qu'il est en train de violer l'article 25 de la Constitution congolaise? Obstruction à la liberté de... Il demande même au ministre de l'Intérieur et à la police que si la task force se retrouve quelque part pour faire une réunion, il faut les arrêter. Mais
Et la police obéit, les journalistes aussi obéissent, c'est ça. Mais la task force a eu quelques difficultés, mais au final, il y a eu des officiers de police qui ont dit attention, c'est un problème interne, au nom de quoi on nous demanderait ça. Donc c'est pour cela que la task force continue à s'exprimer. Alors, donc, vous avez celui qui est censé incarner la défense des libertés individuelles et collectives dans le pays, qui lui-même écrit aux autorités leur demandant de violer les libertés individuelles et collectives. On marche sur la tête pour être simple. Donc, la situation de l'UPADES, c'est, vous savez, ces républicains légalistes contre les désordonnés qui veulent que, même sans congrès, on peut continuer à diriger un parti politique. Mais vous imaginez ce monsieur à la tête de l'État? Alors donc on imagine que même lorsqu'il intervient sur la question, sur les accords bien sûr de cession des terres, il est dans l'illégalité et qu'on ne peut pas considérer que finalement que c'est la voie de l'UPADES. C'est juste un... Déjà, ce n'est pas la voie de l'UPADES. Pour que ce soit la voie de l'UPADES, il faut déjà qu'il convoque ne serait-ce que le Conseil national ou le bureau politique et puis il faut qu'il fasse des descentes sur les sections, les sous-sections pour voir qu'en pensent les militants de l'UPADES, par exemple. Et il va même plus loin, il traite les Congolais de xénophobes. Vous imaginez la xénophobie? Y compris les membres de l'UPADES. Y compris les membres de l'UPADES. Il traite les populations congolaises de xénophobes du fait que ces populations-là refuseraient que les Rwandais viennent s'installer sur leur terre. Mais il a lu le document. Est-ce qu'il a lu le... Il est député, chef de l'opposition. Mais le minimum qu'il doit faire, c'est de dire à Colonel Makosso de transmettre à l'Assemblée nationale tous les accords pour que l'Assemblée en débatte. Mais c'est la question que je me posais parce qu'il y avait la presse, c'était une conférence de presse, donc il y avait des journalistes à côté, il y avait les membres de l'UPADES. La question qu'il fallait poser à Pascal Tsatsima Biala, puisqu'il parlait de ces accords, il fallait lui poser la question, est-ce que lui, il a ratifié ces accords, en fait? Avant même de venir en parler comme ça devant la presse. C'était la question légitime. Déjà, est-ce qu'il les a lus? Est-ce qu'il a vu même le brouillon? Je vous dis encore, M. Perrin, notre pays souffre parce qu'on est dirigé par des irresponsables qui rappellent l'âge des adolescents. C'est un adolescent qui peut faire de commérage, de la rumeur. Mais à ce niveau de l'État, on ne peut pas se permettre ça, c'est inacceptable. Le chef de l'opposition, député depuis longtemps, il a été ministre de la Défense. C'est-à-dire que ce monsieur a été en responsabilité de notre sécurité. Mais il est capable de commenter un document qu'il n'a pas vu. Ce monsieur a été responsable de notre armée et de nos services de renseignement, sous l'Issouba. Mais il est capable de défendre un document qu'il n'a jamais vu. C'est dangereux. Il ne s'est jamais aussi expliqué comment lui, ministre, comme vous avez dit, des armées, comme on appelle ça ailleurs, ben, le coup d'État est arrivé, il est parti, il est revenu pour servir finalement le régime qui a fait un coup d'État contre son président. En tout cas, merci Didier Mouini-Volo. On va peut-être terminer, je vais vous laisser quelques secondes hein, pour évidemment conclure. Et la situation que traverse la crise, que traverse l'UPADES, c'est la même crise, en fait, c'est la même situation qu'on observe au niveau de l'UDH Yuki. On a l'impression que tous les partis d'opposition au Congo-Brazzaville sont quelque part en train de traverser une zone de turbulence. Est-ce que c'est juste une coïncidence pour vous? Non, non, ce n'est pas une coïncidence, M. Perrin. Je vous rappelle une chose, c'est qu'en échangeant avec certains camarades, certains amis, je leur ai dit en fait, vous vous attaquez, alors je fais un parallèle, hein, vous vous attaquez à Denis Sassou Nguesso, vous vous attaquez au pouvoir en disant le pouvoir, ce n'est pas la démocratie, le pouvoir, c'est l'opacité dans la gestion des finances publiques. Je leur ai dit, stop, regardez les partis politiques. L'UPADES n'est pas un parti démocratique, puisque de toute façon, le premier secrétaire ne veut pas partir. Yuki n'est pas un parti démocratique. Donnez-moi un seul parti, le RDPS, le RDD, chez Mounari, il n'y a pas de démocratie. En fait, le jour où vous aurez un parti politique qui a des statuts et que tout le monde respecte les statuts, en commençant par le chef, c'est-à-dire, Tsatsima Biala fait ses 2 mandats, il part. Vous allez fragiliser le pouvoir parce que le pouvoir ne pourra pas tenir. Mais dès lors qu'au niveau des partis politiques, vous avez des responsables qui sont des super chefs, mais vraiment des super chefs, des dictateurs au sein de leur parti,
Ils n'acceptent pas la critique au sein de leur propre parti. Et ils ne rêvent pas quitter le siège du président du parti ou du premier secrétaire. Eh ben, oui, mais Didier Mouni-Volo, est-ce que réellement c'est le manque de démocratie dans ces partis ou de liberté, ou simplement parce que ces partis ont été probablement infiltrés par des usurpateurs qui créent des troubles dans ces partis-là? C'est possible qu'on parle des gens infiltrés, c'est possible, mais les militants au sein des partis politiques, et ça je l'ai fait, je ne vous dis pas une évangile, M. Perrin. À l'UPADS, je suis très connu. Dès 2014-2015, j'ai commencé à alerter les camarades, même au secrétariat national. Attention, l'attitude de notre premier secrétaire, c'est l'attitude d'un dictateur au poste. Certains l'ont découvert peut-être en 2023-2024, mais moi, c'est depuis 2015 que j'alerte les camarades au sein du parti. En 2015, j'avais déjà alerté que Pascal Tatmabiala ne va jamais organiser le congrès en 2017, et vous verrez. Donc, aujourd'hui, on y est. Je vous dis encore que je ne sais pas comment l'expliquer, M. Perrin, et je m'en excuse, mais en politique internationale, nous sommes les champions des prévisions. C'est-à-dire qu'on voit très, très, très loin. Et d'ailleurs, sans repartir là-dedans, les professeurs en politique internationale allemands, puisque ce sont les Allemands qui le créent, c'est formalisé aux États-Unis, mais ça vient des universitaires allemands, ils ont alerté l'Occident et la Russie, l'Union soviétique et les États-Unis que Hitler va entraîner le monde vers la Seconde Guerre mondiale. Les premiers qui le disent, ce sont les professeurs de politique internationale. Tout le monde a traité ces gens-là de n'importe quoi. En France, par exemple, on a interdit l'enseignement de la géopolitique parce qu'on trouvait ces gens-là comme des sorciers. Et donc, en 2015, j'alerte sur le comportement de Pascal Tatmabiala. Vous savez ce que j'ai reçu? La toute première suspension de ses fonctions à l'UPADS, c'est moi qui reçois, demandé au député Nzamba. Donc, aujourd'hui, il faut traiter de la démocratie au sein des partis politiques. Il faut traiter de la démocratie au sein de nos sociétés, au sein de nos territoires, dans le quartier. Quels sont les rapports entre les citoyens dans les quartiers? Un enfant n'a pas toujours tort. C'est ça. Notre construction psychique, c'est que le chef a toujours raison. Et quand moi j'ai commencé à critiquer Tatmabiala, mais mes camarades à l'UPADS me prenaient pour un impoli. Ils me prenaient pour quelqu'un qu'il faut jeter à la poubelle. Mais non. Regardez au PCT, Sassou Nguesso est intouchable alors qu'il commet les pires de bêtises. Il commet les pires des erreurs. Sassou doit être critiqué. Je ne dis pas qu'il doit être tué, je dis qu'il doit être critiqué. Il ne sait pas tout. Il ne peut pas tout faire. Évidemment, il doit être critiqué, viré d'ailleurs du Congo parce que les Congolais sont fatigués. Les jeunes ont pris la rue pour manifester et dire Tolembi, ils ne veulent plus voir Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Et ils sont aujourd'hui, ils ont été poussés dans une misère indescriptible, c'est le cas de le dire. Les accords Congo-Rwanda, la crise de légitimité du premier secrétaire de ce parti, de l'UPADS. Alors, qu'est-ce qu'on retient en 2 mots et ça sera la fin de cette émission, Didier Mouni-Volo? En 2 mots, j'ai juste envie de dire aux Congolais pour une fois, d'écouter ce que dit le CRC, de suivre les analyses du CRC et de continuer à manifester jusqu'à arriver à cette révolution du fleuve. Lorsque la dictature est à ce point incrustée dans notre société, on ne peut que résister et aller vers la révolution. Attendre les promesses du pouvoir, c'est une perte de temps. Voilà ce que je voudrais dire pour conclure en tout cas mon intervention. Merci Didier Mouni-Volo. Et donc, vous avez simplement rappelé l'application de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux Congolais de résister contre l'oppression, contre la trahison, la haute trahison, aujourd'hui caractérisée, et tout le monde l'a constaté, Denis Sassou Nguesso est en train de violer flagramment la Constitution qu'il avait pourtant imposée
par le sang. C'est par là que nous mettons donc terme à cette émission. Merci Didier Mouni-Volo. Je rappelle que Merci à vous. ministre des Relations internationales et porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accompagnés encore aujourd'hui. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir massivement partagé cette émission pour nous aider à mieux informer le monde. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.